j'ai écrit 2 livres. Un qui s'appelle L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, donc que j'ai commencé en 2007, qui a été publié en 2008, en mai 2008. Donc vous voyez que ça fait déjà quelques années. Donc c'était l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, parce que l'enfant était quand même, et toujours d'ailleurs, le grand oublié de cette affaire. On parle d'égalité des droits sans arrêt, mais on ne parle que de l'égalité des droits des adultes, et on a l'air d'oublier complètement l'égalité des droits de celui qui n'a pas de voix, de celui qui ne parle pas, qu'on n'entend pas, à qui on ne demande jamais son avis, et qui s'appelle l'enfant. C'est-à-dire qu'on dit on est dans l'égalité des droits des adultes, mais l'égalité des droits des enfants, d'avoir un père et une mère, ça, on l'oublie complètement, et c'est normal, puisque l'enfant, lui, ne sait pas s'exprimer. Le deuxième livre qui a été écrit, et là c'est en collaboration avec Aude et avec Elisabeth Montfort, ça s'appelle « De la théorie du genre au mariage de même sexe, l'effet domino ». Alors pourquoi je vous le cite? Parce que en réalité, et ça a une relation bien sûr avec l'enfant, en réalité, quand on est dans l'effet domino, on a décidé, nous, de dire ce projet de loi, il n'arrive pas comme ça par hasard. Ce projet de loi, il n'est pas tout d'un coup comme ça tombé du ciel, comme s'il ne s'était rien passé avant. La théorie du genre, en effet, qui imprègne notre société de plus en plus, et qui est née en 1970 aux États-Unis, je passe tous les détails, fait que le projet de loi arrive. Pourquoi? Parce que dans la théorie du genre, je suis ce que je veux être. Je me construis et j'ai le droit, à partir du moment où je le souhaite, où je le veux, j'ai le droit d'être ce que j'ai envie d'être, et mon identité ne correspond pas forcément à ma biologie, à ma physiologie et à mon corps. Et c'est donc là qu'on comprend parfaitement bien que si, dès que j'ai l'intention, ou dès que j'en ai envie, j'ai droit à, eh bien, si j'ai envie d'être une femme et que j'ai un corps d'homme, je peux l'être, et inversement, eh bien on comprend bien que là, on arrive dans le droit à, et qu'on arrive bien évidemment dans le droit à me marier, puisque de toute façon, je ne suis neutre, je ne suis ni homme ni femme, je suis ce que je veux être. Donc évidemment, on arrive tout de suite au mariage pour tous, et puis après, on est encore dans le désir, l'intention, le projet, et là, on arrive à j'ai l'intention, j'ai envie, je dois pouvoir avoir un enfant si j'en ai envie. Cette résistance qui est en train de se monter avec une vigueur, une force incroyable, une force qui nous dépasse tous d'ailleurs, même les maigres et petites associations que nous sommes, même avec la force de nos petits bras et de nos petites jambes, c'est pas nous, comme ça, qui mettons 1 300 000 personnes dans la rue. C'est parce que le peuple est en train de se rendre compte qu'en effet, c'est un changement de civilisation, c'est plus qu'un changement de société, c'est une révolution de la civilisation, et c'est en particulier une révolution de la civilisation pour l'enfant, pour la famille, mais surtout pour l'enfant. L'effet domino, en fait, c'est on passe de la théorie du genre, on arrive au mariage, on arrive au mariage pour plusieurs, on arrive à l'adoption, à ce qu'on appelait l'homoparentalité, mais que maintenant on n'appelle plus homoparentalité, mais qu'on appelle parenté sociale, parce que la parenté sociale, c'est la parenté d'éducation, c'est la parenté d'intention, c'est la parenté de désir. Et donc, si c'est la parenté sociale et la parenté de désir, alors on continue à baisser les dominos et on arrive sur la multiparenté, forcément, puisqu'il va falloir reconnaître et les parents biologiques et les parents sociaux. Et puis, en conséquence, pour l'enfant également, c'est la procréation médicalement assistée. Et puis, au nom de cette fameuse égalité, eh bien, on arrive aussi à la GPA, puisqu'il n'y a aucune raison que les hommes qui, eux, n'ont pas le ventre pour, ne puissent pas, eux aussi, au nom de cette égalité, puissent attendre des enfants, puisqu'ils en ont le désir, puisqu'ils en ont l'intention, puisqu'ils en ont le projet. Alors, droit à, il faut leur en donner les moyens, avec toutes les conséquences qu'a la GPA. Bien, alors le projet de loi organise donc le mariage des personnes de même sexe, c'est-à-dire automatiquement l'accès à l'adoption pour les personnes de même sexe, y compris l'adoption de l'enfant du conjoint de même sexe. Alors soyons clairs, on sait très bien que les enfants adoptables sont peu nombreux
et que les couples de même sexe auront beaucoup de mal à en adopter. Donc le projet de loi en réalité est fait pour permettre l'adoption de l'enfant du conjoint de même sexe. Et lorsqu'un enfant n'a qu'un seul parent légal et qu'il vit avec ce parent, son père ou sa mère, et le compagnon, peut-être futur conjoint de même sexe, effectivement cet enfant est juridiquement adoptable par le conjoint parce que cet enfant n'a qu'un seul parent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cet enfant n'a qu'un seul parent, c'est parce qu'il a été voulu comme tel. C'est-à-dire que sa mère s'est fait inséminer par un inconnu en Belgique ou en Espagne dans le but de ne pas s'encombrer d'un père, de priver délibérément son enfant de son père et de père tout court pour qu'il puisse être adopté par une deuxième femme. Et de la même manière, un homme s'est fait porter un enfant par une mère porteuse en Inde ou ailleurs pour ne pas s'encombrer d'une mère et priver ainsi son enfant délibérément de sa mère et de mère tout court pour qu'il puisse être adopté par un deuxième homme. Donc ce que le projet organise, tout simplement, c'est la fabrication d'enfants pour l'adoption. Et ça, c'est une vraie injustice vis-à-vis de l'enfant. Et certes, le législateur ne peut pas empêcher les gens de recourir à ces bricolages procréatifs qui visent à priver l'enfant d'une partie de sa filiation, mais le législateur n'a pas à encourager ces procédés et en les validant par des artifices juridiques. Parce que le tout à la fin pour attribuer à l'enfant une filiation incohérente. Le projet de loi bouleverse la filiation. Et pas seulement pour les enfants qui seront adoptés par des personnes de même sexe, pour tous les enfants, c'est-à-dire pour la société en général. En effet, que dit la filiation à chacun d'entre nous? La filiation découle de l'acte de naissance. Elle indique à chacun de qui il est né, c'est-à-dire qui sont ses pères et mères. Alors, certes, la filiation ne se réduit pas à la vérité biologique, et cet engendrement de l'enfant peut être biologique, mais peut être aussi symbolique, par exemple en cas d'adoption, ou plus largement à chaque fois que l'un des parents légaux n'est pas le parent biologique de l'enfant. Avec l'admission de parents de même sexe, on voit bien que les parents ne peuvent plus être ce qu'ils sont, ceux qui sont à l'origine de la naissance de l'enfant. Les parents et la filiation sont nécessairement redéfinis et réduits à une relation d'éducation. C'est-à-dire que deux personnes de même sexe, quelle que soit leur qualité individuelle, ne peuvent pas, même seulement symboliquement, être à l'origine de la vie de l'enfant. L'enfant ne pourra jamais se représenter comme issu de leur union, ce qui fait que les parents ne peuvent plus être ceux qui sont à l'origine de l'enfant et ils sont réduits à leur investissement affectif et éducatif auprès de l'enfant. Donc toute personne qui s'investit dans l'éducation de l'enfant, qui s'investit auprès de l'enfant, peut légitimement revendiquer la qualité de parent. Toutes les leçons, aussi bien juridiques que psychiques, que l'on peut tirer par rapport à pourquoi marche l'adoption, c'est-à-dire pourquoi un enfant qui vient d'un ailleurs, et là encore, pas besoin, sans cacher cette origine, etc. Bien sûr qu'on dit toujours que l'enfant sait qu'il a été adopté, il vient d'un ailleurs, et comment, psychiquement, c'est possible que cet enfant qui vient d'un ailleurs, il arrive, lorsque l'adoption marche, à se considérer comme le fils ou la fille, et pour reprendre l'expression romaine, de l'un et de l'autre sexe. Comment ça marche, cette réassociation de quelque chose qui a été dissocié par le social? Même chose, pourquoi cela marche lorsqu'il y a quelque chose qui a été dissocié par le médical? Pourquoi l'insémination artificielle avec donneur fonctionne? Pourquoi quelque chose de l'ordre d'un don d'ovocyte peut marcher si ce n'est pas la mère? Pourquoi quelque chose de l'ordre du don d'embryon peut marcher si ce n'est pas un embryon qui a été conçu par le couple? Et en fait, toutes ces filiations-là, et ça c'est vraiment le noyau atomique de ces filiations, toutes ces filiations-là qui arrivent à réassocier ce qui a été dissocié, soit par le social, soit par le médical, fonctionnent à cause d'une seule chose. D'une seule chose qui est vraiment ce que j'appelle le noyau atomique de la filiation. Cela fonctionne à cause du fait que toutes ces filiations reposent sur la notion d'un engendrement par rapport à l'enfant. Et que cet engendrement que l'enfant va réimaginer au sein de sa famille, donc soit issu de PMA, soit issu d'adoption, est un engendrement fantasmatique où lui, il va se construire dans son imaginaire un originaire à partir de ce couple-là. Et ça n'a été démenti par rien jusqu'à présent. Le propre de l'adoption est de transcender justement des liens du sang, et le fait de transcender ces liens du sang, cela se fait à cause, et surtout grâce,
à cette scène biologique de l'ordre de l'engendrement que l'enfant se reconstruit. Hein, il y a une première scène dont je viens, mais dont je n'étais pas, dont les deux parents n'ont pas voulu être les parents de toujours. Comment, à partir de ce premier couple où il y a eu ce que j'appelle une interruption volontaire de filiation, je peux me faire un maillage avec la création d'une filiation au sein d'un couple. Ça ne marche que parce que l'enfant va se construire un imaginaire où il aurait pu venir de cet homme et de cette femme. Et je donne souvent cet exemple, où justement les Romains s'étaient posé, non pas la question du mariage de même sexe, mais ils auraient pu, parce que dans la région, il y avait de la demande, mais ils se sont posé la question, est-ce que l'on peut adopter un enfant plus âgé que soi? Et là, c'est une excellente question. Parce que pour moi, alors on aurait pu imaginer les militants de cela. Ben oui, j'ai beaucoup d'amour à donner à cet enfant plus âgé que moi, je vais l'aimer comme... Enfin, on peut imaginer tous les mêmes arguments. Il y a une demande sociale, et puis d'abord ça existe déjà. Enfin bon, on aurait pu tout imaginer. Qu'ont répondu les Romains? Les Romains ont répondu non, pour une raison bien simple, c'est que... alors pourquoi ils ont répondu non? Parce que cela ne serait pas une fiction crédible. C'est-à-dire que cette fiction marche pour autant qu'elle soit crédible, c'est-à-dire pour autant qu'elle soit raisonnable. Et ça, c'est extrêmement important parce que les Romains faisaient allusion à Aristote, c'est-à-dire à la notion aristotélicienne, pour une fiction est crédible pour autant qu'elle limite la nature. Parce que pour moi, ma raison, elle est technique, c'est-à-dire pourquoi l'utilisation de cette loi n'est pas une bonne idée? Pour la bonne raison, c'est que l'enfant, confronté à deux adultes, ne les transformera pas en père et père. Parce que la notion de parent, de père et de mère, ne repose que sur une seule chose, c'est sur le fait de venir de... C'est la naissance, l'acte de naissance, le terme même de parent, c'est venir de... Oui, il y a une dénaturation des mots. Hein, ce que j'appelle, moi, la déqualification du père et de la mère. Hein, et cette déqualification du père et de la mère, c'est une... Enfin, pour nous, ça fait partie des énormes problèmes qu'on a en pédopsie et en protection de l'enfance, du fait qu'effectivement, la notion de père et des mères ne veulent rien dire. La notion d'autorité parentale ne veut rien dire. Le monoparent, ça ne veut rien dire, c'est faux. Il n'y a pas de monoparent. Ça, on peut en discuter dans les questions, mais il n'y a pas de monoparent. Une famille recomposée, c'est faux. Il n'y a pas de famille recomposée. Pour un enfant, dans une logique d'enfant, à partir du moment où les parents se séparent, c'est fini. C'est-à-dire, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un sociologue utilise ce terme-là, c'est vous mettez derrière un enfant qui a été extrêmement traumatisé par ce qui s'est passé, et puis c'est comme ça fait partie de la réalité de tous les jours. Ce sont les histoires de vie. Mais une chose sont les histoires de vie qui fait qu'il y a des enfants dans des situations compliquées, difficiles, suite à des séparations. Ce sont des histoires de vie d'un enfant qui a été abandonné, puis ensuite adopté. Ok, ce sont des histoires de vie. Maintenant, cela n'a rien à voir avec d'organiser d'une façon extrêmement rigoureuse, voire scientifique, la disparition pour cet enfant d'un référent de la moitié de l'humanité. Parce qu'à partir du moment où vous supprimez ce que j'appelle le noyau atomique de la filiation, celui qui fait tenir ce montage, institution, ça veut dire faire tenir debout. État, c'est le fait de tenir debout. Si vous retirez à cette institution ce qui l'a fait tenir debout, c'est-à-dire le fait d'engendrer un enfant et de ne faire reposer la filiation, non pas sur la volonté et sur l'engendrement, mais que sur la volonté, vous utilisez une institution pour désinstituer la filiation. Le droit utilisé comme une technique pure, oui, on peut tout faire, mais à ce moment-là, on s'écarte de ce qu'était le droit au sens romain, où il s'interrogeait quel est le sens du droit, et surtout quelle est la fonction anthropologique du droit, qui est celle de faire tenir l'humain debout. Elle est en train de dire quoi, cette loi? Cette loi est en train de dire, nous n'avons plus besoin de la différence des sexes, vous n'avez plus besoin de la différence des sexes pour avoir un enfant. Et puis on va privilégier une caste à part, qui, elle, n'aura vraiment plus besoin de la différence des sexes pour avoir un enfant. Et puis, si vous ne faites pas partie de cette caste, vous pouvez même avoir un enfant sans passer par la différence des sexes, peu importe, vous pourrez vous passer d'homme pour avoir un enfant. Donc, bien sûr que pour moi, tout cela rentre dans les adoptions à haut risque, et surtout, c'est même plus de haut risque, c'est-à-dire que là où ça marchait, les adoptions avec les enfants élevés, c'est-à-dire, moi, les seuls cas que j'ai vus de réussite, ça a été les cas où, justement, c'était des célibataires qui adoptaient,
qui vivaient avec leur amoureux. Alors eux, ils s'étaient très bien débrouillés, ils n'avaient pas besoin de la loi pour assurer le statut du conjoint, etc. Mais à aucun moment dans leur tête, l'autre personne, c'était un deuxième papa. En revanche, lorsque dans leur tête, il y avait le fait que l'autre personne, c'était le deuxième papa, pour l'enfant, c'était une catastrophe. Parce que cela n'est pas pensable de papa. Et qu'un enfant a besoin de différence. Le fait d'avoir égalisé le statut père-mère dans la loi 2002, oui, c'est eu des conséquences terribles. Pourquoi? Parce qu'un enfant a besoin, c'est-à-dire un homme n'est pas une mère comme les autres. Ça, je le dis tout le temps. Et que les besoins d'un homme, les besoins d'un enfant par rapport à sa mère dans ses 6 premières années de la vie sont totalement asymétriques, non paritaires, spécifiques. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est totalement inégal. Il y a des inégalités, oui, entre l'homme, mais ces inégalités, l'enfant, il en a besoin. À force d'aller du côté de l'indifférenciation, oui, cette loi va jusqu'au bout de l'indifférenciation en considérant l'enfant comme un objet où chacun aurait un droit. Je vous remercie.